Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Entretien, nouveau numéro qui reçoit pour vous le président de la société civile de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de Maître Carlos Moupili. Maître Carlos, bienvenue parmi nous. Bonjour, monsieur. Avec vous, nous allons parler de l'actualité brûlante de l'heure en République démocratique du Congo. On parle notamment de cette loi sur la nationalité, loi dont l'initiateur n'est rien d'autre que l'ancien candidat à président de la République, Noël Tchani. Proposition de loi endossée par le député national Ntingi Pouloulou, qui a déjà été déposée au Parlement. Nous allons aussi parler de l'affaire Matata Pognon, qui est toujours en train de connaître de revirements. Il y a encore de l'actualité et ça bouge. Maître Carlos, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout bienvenue parmi nous. Tout d'abord, loi sur la nationalité. Certains l'appellent loi sur la congolité. Une loi qui consacre l'exclusion de certains de nôtres, puisque nous sommes tous congolais. Au regard de la loi, la nationalité peut être acquise ou par filiation ou d'origine. D'emblée, vous, en tant que président de la société civile de la ville-province de Kinshasa, comment est-ce que la société civile a accueilli déjà le simple fait qu'une telle proposition de loi soit déposée et reçue au Parlement? Vous savez que je suis président de la coordination de la société civile de Kinshasa et que nous sommes en train d'observer, de voir comment les choses se passent, mais nous sommes quand même vaccinés, avertis qu'à chaque fois qu'on est prêt à une compétition électorale présidentielle, il y a toujours dans des états-majors politiques des fabrications de lois taillées sur mesure. Alors, parlons du draft. Taillé sur mesure, la proposition de loi Ntingi Pouloulou, dont l'initiateur est Noël Tchani, pourrait en faire partie? Oui, pourquoi nous sommes en train de le dire? Parce qu'ici, il s'agit de la loi pour modifier la loi sur la nationalité congolaise de 2004. Ok. Et que cette loi a fait des raccordements frauduleux avec une autre loi. Je vais y arriver. Et que dit d'abord la loi de 2004? Il faudrait quand même que l'opinion sache déjà ce que dit cette loi de 2004. Très bien, monsieur le journaliste. La loi de 2004 découle de la loi de l'article 10 de la Constitution, qui prescrit déjà le grand principe, le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Okay. Cela veut dire que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est-à-dire ici chez nous, on ne peut pas entendre parler de double nationalité. Lorsque quelqu'un a une double nationalité, il n'est plus congolais. Il n'est plus congolais, mais il est étranger d'origine congolaise. Et s'il prétend la qualité d'être congolais, voilà, en exhibant la carte d'électeur ou un passeport congolais, pourtant il est étranger d'origine congolaise, il sera poursuivi pour usurpation à la nationalité congolaise. Le cas de jurisprudence de Tchaloupa. Et d'ailleurs, certaines personnalités dans notre pays ont la double nationalité. Donc, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Ne dites plus double nationalité, c'est une faute. Okay. Regarde par exemple lui-même Noël Tchani. Si on avait un parquet actif et une justice pour tout le monde, le fait que il y a la clameur publique sur l'usurpation de la nationalité congolaise par Noël Tchani, le parquet devrait déjà ouvrir une information judiciaire pour arriver par une action judiciaire pour usurpation de la nationalité. Donc si on doit commencer par Noël Tchani, on risque de remonter aussi plus haut. Hein? Alors, la question ici c'est, que dit la loi comme votre question? La loi sur la nationalité donne déjà les sous-divisions, c'est-à-dire les grandes divisions de la nationalité. Il s'agit de deux grandes divisions. Donc, la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise d'acquisition. Maintenant, la nationalité congolaise d'origine est subdivisée aussi en trois. Il y a la nationalité congolaise d'origine par affiliation. Là, on voit les droits du sang, les jus sanguinis. C'est qu'on est congolais lorsqu'on est de parents
congolais de 2 parents ou d'un de parents, ça peut être père et de mère. La nationalité congolaise d'origine par présomption de la loi. Ça, là, on ramasse un nouveau-né sur le territoire congolais dont ses parents sont inconnus. Cet enfant sera congolais en plein, avec les pleins droits, comme les Congolais nés des parents congolais ou d'un père congolais. Mais il y a aussi les Congolais d'origine par appartenance, c'est-à-dire lorsqu'on appartient à un groupe ethnique qui existait avant 1960. Mais la loi a créé encore une spéculation du fait qu'il n'y a pas en annexe la liste des groupes ethniques. Alors, après la nationalité congolaise d'origine, la loi a aussi mis ce qu'on appelle la nationalité congolaise d'acquisition. Là, c'est la catégorie des Congolais qui acquièrent la nationalité par une procédure de demande, donc par mariage, par naturalisation, par adoption, par option. Mais déjà, ces genres de Congolais ici, c'est les Congolais qu'on dit ils ont la petite nationalité. Donc, dans plusieurs lois spécifiques, on les prive d'accéder à certains droits. Alors, mais là où toujours la loi revient, corrige, recorrige, c'est la nationalité d'origine par filiation. Tantôt, il faut avoir 2 parents, tantôt, seul le père peut transmettre la nationalité par son sang. Mais encore on dit non à San City. Chez les Karunda, chez les Nekongo, c'est la maman qui transmet, c'est le matriarcat. Alors on a adopté les principes d'égalité entre les parents. Donc la nationalité peut aussi être transmise de la mère à l'enfant. À l'enfant. Alors, mais il faut déjà dire, si la nationalité congolaise est une exclusive, c'est par rapport à notre histoire qui constitue l'âme de la nation congolaise. Parce que l'âme de la nation congolaise, nous sommes une nation par affection sociétatiste, la volonté de vivre ensemble, du fait que nous avons tous subi l'histoire criminelle par la traite des Noirs, donc des étrangers, les Arabes et les Portugais. Ayant débouché sur la colonisation. La colonisation par les Belges. Donc, le fait de connaître nous tous cette histoire criminelle, dont l'étranger est responsable, pourtant, nous avons été, nos grands-parents étaient victimes de notre hospitalité. C'est pourquoi nous avons dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça, c'est la philosophie des droits. Unis par le sort. Par le sort. Ça, c'est la philosophie des droits. Maintenant, allons dans ce qu'on appelle les drafts de Tchani, abusivement appelé loi Tchani. J'ai bien expliqué que l'initiative d'une loi ne peut émaner soit d'un membre du gouvernement, soit des parlementaires ou de plusieurs parlementaires. Si ça vient du gouvernement, on appelle avant-projet, projet de loi, jusqu'à devenir loi. Si ça vient du Parlement, d'un parlementaire, ça s'appelle proposition de loi pour devenir une loi. Donc ici, il faut appeler ça proposition de loi Zingi Pouloulou, que je respecte beaucoup, un ingénieur bien formé. Les gens disent qu'il veut faire ça pour être PDG. Mais moi, je dis, si le président de la République a besoin que la SNEL marche bien, Zingi Pouloulou doit être PDG à la SNEL. Mais par rapport à sa proposition de loi, j'ai décortiqué et voici ses faiblesses. Les faiblesses de la proposition de loi Zingi Pouloulou est celle-ci. La loi sur la nationalité est d'ordre de régime général. C'est-à-dire, il est des régimes de droit commun et non des droits particuliers, comme on appelle les régimes spécifiques. Donc, ça ne se limite qu'à donner des dispositions générales, telles que nous l'avions fait démontrer les différentes sortes de nationalités, comment on acquiert la nationalité congolaise, comment on peut perdre la déchéance, les recouvrements, la procédure. C'est tout ce qui peut constituer l'essentiel dit de loi sur la nationalité.
Dans la loi sur la nationalité, on ne peut pas introduire des questions des causes d'inéligibilité. Ça doit se retrouver dans la loi électorale. Évidemment, c'est dans la loi électorale. Si Noël Tchani vous contactiez, donc vous êtes très intelligent que les juristes qui ont donné à Noël Tchani ces drafts. Donc, le régime militaire où on dit ne peut être officier ou général que un Congolais de nationalité d'origine. Mais maintenant, si moi j'étais consulté pareil, qu'est-ce que je pouvais changer seulement dans cette loi sur la nationalité? C'est au niveau des nationalités congolaises d'origine. Voilà. J'allais revenir pour dire, ne peut être congolais, ne peut être congolais d'origine par filiation, que les Congolais nés de deux parents congolais. Peut-être c'est ça qui pouvait seulement changer, réviser à ces limites-là. Stop. Ou peut-être revenir que celle et le sang du père peut faire quoi? Peut transmettre. Mais regardez maintenant la difficulté aussi de ça. Deuxième faiblesse de cette loi, c'est que en droit, les mots père ou les mots mère ne signifient pas la même chose que papa ou maman. Ok. C'est ça l'erreur. Les gens qui parlent français croient comprendre les droits. Non, non. Ok, oui, oui. Selon le droit, père veut dire quoi? Mère évidemment. Merci. Le code de la famille précise ici. Tout enfant congolais a droit à un père. Et le même code dit... Même celui par adoption. Attends, ils ne sont pas pressés. Ok. Le code de la famille nous dit encore quoi? L'enfant a pour père le mari de sa mère. Ok. Vous voyez, ça devient compliqué. Pour dire quoi? L'enfant, le bébé que vous ramassez, très blanc, l'apparence chinoise, l'apparence belge, cet enfant est congolais d'origine par présomption de la loi. Voilà. Cet enfant, on va lui donner un père. Et son père, c'est souvent l'officier de l'état civil. Vous voyez que le mot père ne signifie pas la même chose que papa. Oui. Papa veut dire le père biologique, c'est-à-dire le père dont sa gamète mâle a fécondé l'ovule de sa mère. Donc, vous voyez déjà que ça devient compliqué. Et c'est à tort alors ce slogan de père et de mère. Ah, si on est juriste, Sur on le plan est du vraiment droit. juriste. On est vraiment réservé avec les mots père. Nous ne sommes pas dans l'église où on dit daddy, daddy. Alors que le daddy, le daddy, c'est lui papa. Papa, c'est celui qui vous a mis au monde. Or, autre chose. Ici, aujourd'hui, je vois par exemple les parlementaires debout appeler les métis ou les milates les Chinois. Ils doivent rentrer, ils ne doivent pas concourir. Mais, ce qu'on oublie quoi? Prenons l'exemple de honorable... Bon, Maître Carlos, nous allons peut-être y revenir en détail. Je veux quand même connaître la position de la société civile, parce que vous en êtes quand même le président de la coordination. Non. Le fait même qu'une telle proposition de loi ait pu être déposée au Parlement, qu'en a pensé la société civile d'emblée? Non, il faut... Parce que quand on dit société civile, c'est la branche neutre comprenez les choses. De la population. Ici, je parle comme doctorat en droit. Oui, nous allons... Oui, là, Si, ce sont les si je parle explications comme une techniques société et nous les civile, aurons. c'est le cœur. Nous les Dans la aurons, société civile, justement. il y a des maçons. Quand vous appelez notre président de la République, président de la société civile, un infirmier qui était syndicaliste peut devenir président de la société civile. Sur le plan du droit, nous l'avons compris déjà dans votre introduction. Il peut émettre des avis, Ok. des opinions. Ici, moi, je n'ai même pas des opinions. Dans votre introduction, J'émets nous l'avons perçu. des analyses scientifiques. Sur le plan du droit, Alors, une telle pour la proposition de société loi civile, ne peut même pas être déclarée recevable. Évidemment. Ok. Pour la société civile, qui constate qu'il y a un raccordement frauduleux, parce que les causes de non-éligibilité devraient être traitées dans la loi électorale Ok. et non dans la loi sur la nationalité. Ou bien d'autres lois spécifiques en ce qui concerne les hautes autorités de l'armée ainsi que des instances judiciaires. Et évidemment, vous savez par exemple avec la loi sur la banque centrale, Ok. c'est une loi particulière. Justement.
Déjà, ça a prescrit qu'il ne peut être tel. Ça a exclu les Congolais hein, d'origine, certains Congolais d'origine. Donc, pour la société civile, cette proposition de loi n'est pas la bienvenue. Et surtout que ça crée ce qu'on appelle une zizanie inutile. Et la société civile sait réfléchir. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous suivez Noël Tchani, lui dit, c'est parce que nous avons été infiltrés, c'est ça la cause, tout consort. Mais mes chers amis, vous savez pourquoi Mouzé a dégradé tout le monde? Les gens ne savent pas. C'est parce que lorsque l'AFDEL avançait, ce qui trahissait, c'était des généraux qui étaient des 100% congolais. Il y a eu des brevetés d'administration militaire formés en Israël, partout là, mais qui ont créé des fictifs dans l'armée. Okay? Et pourtant, nous avons des gens tels que Mamadou Ndala, qui n'est pas congolais de père et de mère, mais qui a vécu en tant que congolais à 100%, même 1000%, parce qu'il a même donné sa vie. Évidemment. Pour la RDC. Vous prenez, dans l'armée, il y a des gens qui ont des gros diplômes, congolais 100%, des logistiques, mais qui ont créé des Kadhafi. Ils vendent les carburants des chars de combat. Ok? Vous allez dans notre système éducatif. Nous sommes infiltrés dans notre système éducatif. Qui ont mené les points sexuellement transmissibles? Ce sont des professeurs rwandais. Ok, 100% congolais. Okay. Maître Carlos, là, nous allons dans le secteur de santé. Vous venez vraiment de répondre à ma question. Ce sont les médecins spécialisés, 100% congolais. Vous venez de répondre à ma question. Qui ont créé des polycliniques. Vous allez en Galem, on vous dit non, ça là, un scanner, hein, échographie, parce que c'est là où il a créé sa propre polyclinique. 100% congolais. Les exemples sont donc, les gens. Ceux qui ont tué l'enseignement, ce sont les 100% congolais. Les exemples sont les gens. Alors, je termine au niveau des écoles conventionnées catholiques. Quand moi j'ai écrit à sa sainteté pape qu'on nous fasse retourner les missionnaires blancs. Parce qu'à l'époque, quand moi. Jusqu'à ce point. Nous, quand on étudiait au collège, à l'époque, quand les blancs étaient des prêtres, on profitait gratuitement des livres. Les enfants très intelligents qui venaient des familles modestes étaient pris en charge par les prêtres. Moi, j'étais pris en charge par un père exavéré, père son âme, Manicardi. Mais aujourd'hui, nos frères cadets, qui étudient dans des collèges, avec nos abbés, 100% congolais, ils font quoi? Tu peux être extrêmement surdoué. Si tu ne payes pas, tu es chassé. L'enseignement est aujourd'hui sans qualité. C'est à cause de cette génération de prise de la commercialisation de l'enseignement dans les écoles conventionnelles. Donc, ça, au nous de la société civile, nous savons faire un peu des études. Et quand vous venez maintenant au niveau de la politique, aujourd'hui, vous parlez des Congolais d'origine par filiation. Pourtant, au sein même du Parlement, nous avons des étrangers d'origine congolaise. Justement, je voulais justement mais on ferme les yeux. Je voulais justement y arriver, Maître Carlos. Vous avez donné plusieurs exemples. Les exemples sont les gens. Nous avons pu capter votre position pour la société civile. Cette loi est malvenue. Parce qu'il y a des Congolais qui se disent Congolais des pères et des mères, Congolais d'origine, qui contribuent plus à détruire le pays que peut-être certains étrangers qui ont, plutôt certains Congolais qui ont la nationalité acquise. C'est pourquoi je vous avais posé la question de savoir pourquoi et quelle était la position de la société civile déjà lorsque vous avez appris que cette proposition, une telle proposition de loi avait été déposée à l'Assemblée nationale. Votre réponse rejoint aussi celle du cardinal Fridolin Ambongo. Pour lui, cette loi est malvenue. Mais pourquoi alors planter de tels germes de division parmi nous? Est-ce que la République démocratique du Congo en a besoin aujourd'hui? Non. Il faut faire attention. Je l'ai dit, même si on plantait cette loi, il y aura des difficultés. Parce qu'on vise les milâtres. Mais Olivier Kamitatou est né des pères et des mères congolais, tous déjà des bandes de noirs. Vous savez ça? Honorable Olivier Kamitatou. Mais lui, parce qu'il est milâtre, on va dire qu'on va chercher des détails. Mais je vous dis, il y a une enquête des sociologues. 15% des ménages, des familles, ok,
ont des enfants produits d'adultère. Et selon la hiérarchie, les femmes tombent enceintes d'adultère avec leurs clients, avec leur pasteur, avec leur gynécologue, leur médecin. Ce qui fait que nous tous ici, pour prouver que nous savons le sang de notre père, c'est ça le test ADN. Qu'est-ce qui prouve que Tchani est le fils de son père? Qu'est-ce qui prouve que les enfants de Tchani sont ses enfants? C'est le seul test ADN. Tu vois que ça devient compliqué. Dans sa réflexion, que ne peut être congolais que celui qui a un papa, pas un père, parce qu'un père, la compréhension juridique n'est pas la même avec le papa. Vous l'avez expliqué. Ça devient compliqué. Cela veut dire quoi? On doit imposer alors, dans chaque famille, de faire un test ADN pour d'abord vérifier si vraiment tel enfant est le fils de son père. Aussi, avec l'insémination artificielle. Oui. Ça devient aussi compliqué. Ça devient aussi compliqué. Voilà. Nous pouvons tous... Oui, le champ est tellement large. Hein. Je vous comprends, Maître Carlos. Mais à cause d'une telle initiative, Jacques Ndala est aujourd'hui en prison. Bon, Jacques Ndala est en prison, oui. Et tant que je reste, je maîtrise les droits pénals. Vous maîtrisez aussi le dossier, Jacques Ndala? Oui, j'ai suivi les dossiers. Jacques Ndala s'est opposé à cette proposition de loi. Oui. Et il a annoncé qu'il a un mémorandum. Lui, il va mobiliser la jeunesse de Ensemble pour aller déposer justement leur mémo auprès des initiateurs de cette offre. Oui, mais c'est ça. Mais lorsqu'il a parlé, il y a eu un demi-dérapage. Il a voulu imiter l'école de l'UDPS. Et voilà, il se retrouve là. Que l'UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir, qui ne tolère plus ce que elle-même faisait. L'UDPS a créé une école anarchiste de ne pas reconnaître les institutions. Quand nous tous on était dans l'UDPS. Quand on était dans l'UDPS, qu'est-ce qu'on apprenait? À insulter Mobutu, à nier la nationalité de Mobutu, à insulter sa mère. Et nous, on a quitté l'UDPS à l'époque. Mais ceux qui sont venus après, ils ont appris à insulter Joseph Kabila, à nier la nationalité de Kabila, sans être poursuivi pour offense. Mais Joseph Kabila n'a fait arrêter personne pour ça. Alors on va dire quoi? Pendant 18 ans, personne n'a été arrêté parce qu'il a dit du mal de Joseph Kabila à la télévision ni dans un meeting. Et jusqu'à présent, on continue à l'insulter, à insulter son épouse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, bienvenue à l'intolérance. Non. C'est seulement, il faut dire quoi? Est-ce qu'il faut parler de la tolérance des faits infractionnels? Mais nous sommes en politique quand même. Non, je trouve que... Est-ce qu'il y a des limites à la tolérance en politique? Non, moi je trouve que c'est toute la société qui est mise devant la responsabilité. À l'époque, les ONG des droits de l'homme, mes collègues, qui défendaient ce genre de gens, à l'époque, si Jacques Ndala s'adressait au régime de Kabila, je connais les ONG aujourd'hui qui pouvaient condamner qu'on a arrêté un innocent, Jacques Ndala. Vous avez vu les ONG même des droits de l'homme à l'époque, quand on a arrêté Berté Ewanga, ok? Bertrand. Oui, oui. Ils ont défendu, mais les mêmes ONG aujourd'hui, ils acclament. C'est ça le problème. Et parfois, ils acclament pour l'arrestation de Jacques Ndala. La communauté internationale, qui à l'époque donnait des moyens à des gens comme Jacques Ndala, de faire plus que Jacques Ndala. Le mouvement citoyen Filimbi et autres. Ils se taisent. Ce qui fait que, après le régime de l'UDPS, le régime qui viendra, ce sera la fin de la liberté d'expression. Ce sera la fin des libertés de manifestation. C'est dangereux. Parce que... Très dangereux. Oui, c'est ça. Et le décor est planté. Le décor est planté. Parce que je ne vois plus encore, demain par exemple, Fayoulou prend le pouvoir, et que les gens de l'UDPS font ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ils continuent à le faire. Je crois que on doit construire au moins 10 prisons. C'est vraiment grave. Mais tout ça,
la faute, c'est aux juristes, c'est à la justice. Comment ça? Et je le dis toujours. Parce que en son temps, Et je me rappelle honte. le procureur Flori Kabange ne faisait qu'avertir, mais il n'arrêtait pas lorsqu'il y avait des dérapages, surtout. Non, non, aujourd'hui les dérapages existent. Mais pas comme non, ça existe, mais il y a un cas que même s'il fait les dérapages, il y avait une milice à Kingabwa. Mais aujourd'hui, on ne tolère pas ça. On a toléré les violeurs des femmes. Sous Kabila, on ne tolérait pas les violeurs des femmes. Accusés de viol. Même si vous êtes directeur de Kabila, vous êtes arrêté. Oui. Mais aujourd'hui... Mais ça, ce n'est pas de la tolérance, ça, c'est de l'impunité. Mais je dis ceci, c'est de l'impunité. Parce que nous nous situons, maître, je voudrais quand même que nous nous situons sur le plan politique. Je suis en train... Parce que lorsqu'on parle des viols, viols de mineurs, là, nous sommes dans un autre domaine. Nous ne sommes pas dans le domaine politique. L'honorable Bédiom Dongal. Mais il a été accusé, il a été relaxé. Est-ce que c'est de la tolérance? Ça, c'est pas de la tolérance. C'est de l'impunité. Mais c'est ce que je vous dis. Restons dans le domaine politique. Nous avons une justice aujourd'hui de double vitesse. C'est pourquoi je dis j'ai une honte, moi étant que juriste. Ok? Parce que le droit nous apprend que la loi est impersonnelle. La loi est générale. Ok? Et une règle juridique est différente de la morale, que lorsque celui qui viole une loi doit être interpellé et puni. Mais regarde aujourd'hui, le monsieur qui a été appréhendé pour être chef d'une milice à Kingabwa, il est où? Juste à vous de me répondre. Parce que moi, je sais qu'il est en prison. Il est libre. Ah, il est déjà relaxé. Il est libre. Vous avez suivi son procès? Non, moi, selon mes informations, c'est qu'il est en prison. Nous avons chaque jour des combattants maigres qui font des vidéos qui passent pour insulter des grandes personnalités. Ils ont insulté Mabouba. Mais qui ne sont pas aux arrêts. Ils ne sont pas aux arrêts. Ils ont fait plus que ce que Jacques Ndala a fait. Nous avons même les autorités, les cadres de l'UDPS, qui ont fait même recours aux armes, qui ont menacé l'État. Ils sont tranquilles. Ce que Jacques Ndala a fait, c'est moins ce que les réactions des violences contre les institutions. Il y a un député qui a perdu sa vie indirectement sur la proposition de loi Sakata Minako. Ok? Et c'était pendant la période où on refusait toute manifestation publique. Mais l'UDPS a organisé une manifestation publique. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a refusé. C'était un délit on parle de délit de l'état de siège, de l'état d'urgence. Maître Carlos, à suivre votre argumentaire, je viens alors de comprendre pourquoi vous avez dit que la faute c'est à notre justice. Donc notre justice est au service du pouvoir en place. Et la preuve... Parce que les dérapages à l'UDPS ne sont pas punis. Vous savez ce que je dis toujours aux magistrats? Dans tous les pays où les magistrats se laissent instrumentaliser par la politique, les magistrats sont maltraités, mal payés. Dans tous les pays au monde. Si vous voyez que ici les magistrats ne sont pas bien payés, c'est-à-dire les magistrats... Non, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on utilise les termes appropriés. Les magistrats sont instrumentalisés par le pouvoir en place. Parce que vous parlez de l'UDPS. Il n'y a que les cas des militants de l'UDPS qui ne sont pas sanctionnés. Parce que quand vous dites les politiques, c'est-à-dire que c'est en général. Parlons alors du pouvoir en place. Non, je parle du pouvoir. Je parle du pouvoir. Et quand on parle du pouvoir, ce n'est pas seulement l'UDPS. Il y a aussi tous ces gens qui travaillent les alliés qui sont dans Vous avez vos confrères qui se passent pour des journalistes et d'investigation, ok? Il va faire des investigations en finances publiques. Il n'a jamais étudié même les cours de finances publiques. Comment on peut faire une investigation dans ça? Mais tous les journalistes qui insultent les concurrents du pouvoir, ils sont à l'aise. Mais les journalistes qui critiquent, ils sont poursuivis. Mais ça, c'est dans l'état des droits, les lois sont opposables à tous. C'est la loi. Mais alors nous avons l'impression de vivre une justice à double mesure.
Pas nous avons l'impression, nous vivons ça. Et c'est très mal. C'est très mal. Parce que vous savez quoi? Nous, les défenseurs des droits humains, on se moque de nous quand on est encore au pouvoir. Hein. Ok? Mais nous, on défend tout le monde. Moi, je vous dis, je suis allé défendre Simone Gbagbo. J'ai défendu Sénabré sur sa chaise. Le grand président, Sénabré. Donc, ici aussi au pays, vous savez le cycle. Les gens de l'UDPS, les gens croient que l'UDPS est venu du chômage. Non. Les fondateurs de l'UDPS ont géré avec Mobutu de septembre 1960 jusqu'à 1980. 20 ans au pouvoir avec Mobutu. Ils ont fait les génocides contre les Lumumbistes. Mais après, il y avait un rescapé, Lumumbiste, qui est revenu. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Ok? Oui. Lui aussi, s'il voulait faire la vengeance, il pouvait le faire contre les fondateurs de l'UDPS. Vous voyez le cycle. Okay? Il a été le plus tolérant de tous. Hein, parce que c'est sous Moussé Kabila qui a eu quoi ça, la révolution pardon. La révolution pardon. Donc il faut éviter ça. Qui pouvait imaginer dans ces pays? Et là, moi, je regrette aussi même avec l'ANER. Moi, je crois que le procès de Kalev pouvait quand même interpeller les nouvelles autorités de l'ANER. Parce que demain, le président Félix sera sénateur à Fier. Il n'y a aucune juridiction prévue pour l'étendre, pour l'interpeller. Ok, mais ça va. Il sera à Regueza. Mais ce sont les autres qui payeront. C'est bon, Maître Carlos. Maître Carlos, s'il vous était donné de faire une lecture comparative entre l'ancien pouvoir, c'est-à-dire celui de Joseph Kabila, de 18 ans, et l'actuel, est-ce que sur le plan du respect des droits de l'homme, avons-nous avancé ou nous avons reculé? Non, tous les... Ou peut-être nous sommes stationnaires. Non. Tous les rapports indiquent que nous avons reculé. Parce que quand on dit le pouvoir de Félix, il faut scinder en deux. Il y a le président Félix de 2019 jusqu'en 2020. Ça, c'est un grand président Félix Tshisekedi. C'était l'homme qui respectait les droits de l'homme. Il a fait passer même à la RTNC les éléments de son opposant à l'époque, Fayoul Madidi. Mais il y a eu une rupture de cette allure. C'est, je peux dire, au mois de mai 2020. C'est là où on a vu une autre face maintenant de ces régimes. Et c'est à cette période justement que la division aussi au sein du FCC cache commençait déjà à se profiler. Ouais. Donc il ne faut pas dire que non. Parce que il faut dire que chaque pouvoir a ses forces et ses faiblesses. Ok? Il y a d'autres choses que nous sommes en train de voir sous ces régimes que nous saluons. Telle que la gratuité de l'enseignement. Ça, il faut toujours saluer. Les carburants, 1 litre à la pompe, c'est $1. Dans l'ancien régime, vous avez $10, vous allez acheter à 7 litres. Hein? Même si on vous apprend à l'international que le carburant a baissé, ici au Congo, c'était toujours 1,5. Ça, c'est nous saluons. Bon, mais il y a des choses qu'on veut commencer, mais on les fait très mal, on les politise. Le travail de l'IGF. Mais pourquoi l'IGF? Pourquoi ne pas donner à la Cour des comptes, qui est le contrôleur constitutionnel des finances, ok? Mais vous bloquez le Cour des comptes, la Cour des comptes, parce qu'elle a le pouvoir constitutionnel, vous êtes de la Constitution, mais vous laissez l'accès à l'IGF, parce que l'IGF dépend de l'ordonnance présidentielle. Vous voyez tout ça? Et quand l'IGF fait ces choses, c'est seulement contre ceux qui ne sont pas en harmonie au parfum avec le régime. Bon, les cas des autres, on ne les poursuit pas. Donc, vous voyez un peu ça. Je trouve que le président lui-même a crié, je crois à Beni ou bien à Goma, qu'il ne pouvait pas imaginer que le degré de la corruption
pouvait atteindre ce niveau. Les niveaux de magouilles dans l'armée ne pouvaient pas atteindre ce niveau. Or, quand Joseph Kabila a crié qu'il manquait 15 personnes compétentes, lorsque Joseph Kabila a crié que je suis déçu de ne pas changer l'homme congolais, à l'époque, le président Félix était dans l'opposition. Il accusait le président Joseph Kabila qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais aujourd'hui, son directeur de cabinet a été arrêté. Les généraux que lui a nommés, parce qu'il a permis les gens, il a les a élevés en grade. C'est lui qui a fait la mutation. Aujourd'hui, il y a des magouilles. Mais ces magouilles, ce n'est plus lui. Ok? La faute, c'est des troupes. Donc, le problème du Congo, c'est tout un système. Je vous dis aujourd'hui que tout un système. Quand on voit par exemple les systèmes... Et c'est tout un système. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Maître Carlos Moupili, nous courons aussi derrière le temps. Nous devons quand même évoluer. Voilà. Donc c'est dans toute cette dynamique peut-être qui tend à installer un pouvoir entre guillemets autoritaire, que peut-être aussi l'initiative de la loi sur la nationalité a aussi été concoctée. Non, vous savez... Parce qu'il faudrait à tout prix être là, la question, se maintenir, préparer déjà l'exclusion de tous les candidats sérieux. La question c'est que, est-ce que l'UDPS a fait la rupture avec les MPR? Parce que l'UDPS, c'était un père en dissidence. Ok? La constitution du MPR disait quoi? Ne peut être président de la République que le président fondateur du MPR. Voilà. Donc vous voyez que c'était des constitutions taillées sur mesure. Mais le président actuel n'est pas fondateur de l'UDPS. Mais parmi les candidats sérieux, comme j'étais en train de le dire, qu'on est en train de vouloir écarter les candidats sérieux, parmi les candidats sérieux, Maître Carlos, parmi les candidats sérieux, il y a aussi Augustin Matata Ponyo qui est en train d'être poursuivi. Vous pensez que c'est quoi? Matata Ponyo doit rendre compte à la justice ou bien c'est tout simplement un acharnement? Là encore, il y a un problème. On poursuit Matata Ponyo comme Premier ministre. Parce que le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a que deux justiciables, selon la Constitution. Le président de la République et ou le Premier ministre. Mais ici, le parquet près la Cour constitutionnelle se dit, nous sommes compétents de poursuivre un ancien Premier ministre. Mais vous tirez cette compétence d'où? Parce que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction créée par la Constitution, c'est pour réguler le fonctionnement d'un État et de ses organes. C'est lorsqu'on est en exercice que la Cour constitutionnelle a besoin de réguler. Parce qu'un président de la République, un Premier ministre, peut tout changer. C'est comme un arbitre en plein match. Avez-vous déjà vu un arbitre arrêter le match pour aller aux toilettes? Depuis que vous avez commencé à suivre la Coupe du Monde ou de la CAN. Parce que l'arbitre, il peut tout changer dans le match avant qu'on puisse avoir l'arbitrage vidéo. C'est comme ça avec le président de la République et le Premier ministre. C'est pourquoi on dit il faut qu'il y ait une cour spécialisée là pour arrêter un peu la dérive dictatoriale. Que ce soit de l'Assemblée nationale, que ce soit de l'institution président de la République et du Premier ministre. Et on a mis à côté un parquet général. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez la loi organique sur la Cour constitutionnelle, à son article 100, 101, 102, 103, ça donne la procédure pénale à suivre par le parquet général près la Cour constitutionnelle. Mais le parquet ne poursuit pas ça. Parce que si on poursuit Matata comme Premier ministre, voilà la procédure prévue par les droits constitutionnels pénal. Il y a d'abord la première étape, c'est l'autorisation des poursuites qu'on doit demander au niveau du Congrès. Après, l'autorisation des poursuites, lorsqu'on trouve que des faits sont là, les charges sont là, au-delà de tout doute raisonnable, il informe la Cour constitutionnelle et puis il va demander quoi? La mise en accusation devant le Congrès. Ça, c'est la procédure à suivre. Mais si on ne suit pas ça, c'est qu'on poursuit Matata comme un sénateur.
Et quand on poursuit Matata comme sénateur, on lève les immunités. Mais si on suit comme Matata comme sénateur, ce n'est plus le parquet général près la Cour constitutionnelle qui doit poursuivre Matata. Mais c'est le parquet général près la Cour de cassation. Et là, les avocats de Matata ont le droit de poursuivre le procureur général près la Cour constitutionnelle pour abus du pouvoir. Parce que lorsqu'on va au-delà de votre compétence, vous êtes dans ce qu'on appelle l'excès de pouvoir, abus de pouvoir. Donc, en fait, la tournure que prennent ces événements, donc on peut parler alors d'un acharnement. Non, en tout cas, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux que c'est de l'acharnement. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est le seul procureur qui est le maître de l'opportunité des poursuites. Et c'est opportun. Et pourquoi tout ça? Ok? Tantôt, on commence avec tel dossier. On passe immédiatement à l'assignation à la résidence surveillée, qui est l'équivalent des maps et qu'on envoie quelqu'un à Makala. Voilà. Tantôt après, on n'a pas trouvé des charges, on lève, il y a main levée de la détention préventive. Et après la main levée, on amène encore autre dossier de Boukangalonzo. Pourtant, lorsqu'on est allé demander l'autorisation de poursuite, c'était précisément par rapport à l'affaire des aéralisations. Oui, voilà. Donc, vous voyez que tout ça, ça passe aujourd'hui. Mais on oublie que Matata était aussi le tout-puissant dans ce pays. Ok? Mais aujourd'hui, Matata, il devient à la merci sous la protection de nous, les défenseurs des droits de l'homme. Vous savez comment je regarde tout ça? Je me dis, tout est vanité. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui viennent de l'opposition, c'est le premier pouvoir que nous avons vu les gens, que nous défendions, parce qu'ils étaient victimes de lacrymogène, des mêmes généraux qui sont ici de la police. Voilà, maître Carlos, ça, nous, on voyait que les choses allaient changer. Oui. Et qu'on va commencer, il y aura un coup d'envoi de la justice républicaine et du respect des droits de l'homme. Parce qu'une justice républicaine, c'est elle qui concilie la répression et le respect des droits de l'homme. Et une bonne justice poursuit les infractions pour voir après qui sont les auteurs. Mais lorsque la justice commence d'abord à poursuivre les hommes et chercher les infractions après, nous ne parlons plus de la justice. Voilà, maître Carlos, vous êtes vraiment bien exprimé. Nous avons compris votre position. Pour vous, il s'agit d'un acharnement. On ne parle plus de justice dans l'affaire Matata Aponyo. Mesdames et messieurs, voilà, nous courons aussi derrière le temps. Cette émission se termine par ici. Nous aurons peut-être l'occasion de recevoir une fois de plus maître Carlos pour approfondir tous ces dossiers. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder au prochain numéro.